Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Dinis Guarda, une fois de plus propulsée par businessabc.net, citiesabc.com, sportsabc.org et avec Domiaï. Nous présentons des profils et des performances de personnes accomplies à l'échelle mondiale, ainsi que celles qui tracent une feuille de route. Et également qui s'engagent concrètement pour essayer de rendre le monde meilleur dans les domaines des affaires et de la technologie et comment examiner réellement les défis et opportunités auxquels nous faisons face. En ce qui concerne, oui, le développement de technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain et le Web3, nous sommes dans une période très, je dirais, dense en matière de technologie et d'innovation, mais il y a aussi beaucoup de bouleversements en cours. Et je pense que c'est probablement l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, mais cela représente aussi beaucoup de belles opportunités. Je vais donc accueillir directement nos invités spéciaux pour aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue. Où est Harrison Seletsky, qui est le directeur du développement commercial chez Space Identité? Space Identité est une plateforme d'identité Web3 multichaîne permettant d'enregistrer et d'utiliser des noms de domaine sur toutes les chaînes Ethereum Virtual Machine. Grâce au domaine Web3 SNAP de Space Identité, les utilisateurs peuvent transférer des actifs via des noms de domaine. Donc, il y a beaucoup de choses que nous allons aborder concernant l'intégration de Space Identité avec Matt Demask et beaucoup d'autres aspects différents. Et à propos de Harrison, c'est une personnalité qui apporte des compétences financières, humaines et des rôles dans des organisations et des startups comme Emergent Star Capital, une société axée sur les investissements en crypto-monnaie et blockchain, et Prager Mathis Certified Public Accountants Limited Liability Company. Harrison est diplômé de l'université Penn State avec une licence en comptabilité et une mineure en entrepreneuriat. Donc, je suis vraiment enthousiaste à l'idée d'aborder tous les aspects de Space Identité ainsi que le parcours de Harrison. Et bienvenue dans notre série. Harrison, Oui, merci beaucoup, Tennis. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir approfondir le sujet. Donc, ce que vous faites est vraiment passionnant. Et avant que nous plongions plus en profondeur dans le sujet, parlez-nous un peu de votre parcours, de votre carrière et d'une histoire personnelle qui vous a amené à rejoindre Space Identité. oui, bien sûr. J'ai découvert la crypto grâce à Ethereum présenté par des amis fin 2016. J'ai trouvé cela intéressant et j'ai cherché à comprendre les différences entre Ethereum, Bitcoin et les systèmes financiers traditionnels et les applications intermédiaires comme Venmo ou PayPal. Ensuite, quand tu commences à en apprendre plus sur la décentralisation et la finance ouverte sans autorisation, tu te mets à poser beaucoup de questions profondes. Qu'est-ce que l'argent et la valeur? Pourquoi le dollar américain vaut-il plus que d'autres devises? Quel rôle joue l'or? Et tu commences à te poser beaucoup de questions sur le système monétaire et financier auquel tu n'avais peut-être même jamais pensé auparavant. Donc, une fois que j'ai vraiment compris ces applications décentralisées, la propriété par l'utilisateur final, la finance sans autorisation, j'ai vraiment été attiré par tout ça. J'ai toujours été ouvert d'esprit dans ce sens-là. Il est important que les utilisateurs contrôlent leur vie privée et leurs données. Ce visage sur leurs actifs m'a fait plonger dans le terrier du lapin. Mon parcours est en finance et comptabilité. Après mon diplôme de Penn State, j'ai travaillé dans un fonds spéculatif boutique nommé Emerging Star Capital. Nous étions concentrés sur l'analyse fondamentale et le secteur des crypto-monnaies, avec le marché haussier de 2017 qui a été une étape importante pour nous là-bas. J'apprécie l'aspect financier, mais j'aime aussi l'orientation utilisateur, le côté commercial, l'interaction avec les autres et évoluer au-delà de la simple analyse monétaire. Donc, à partir de là, je me suis un peu diversifié vers le marketing, le développement commercial, la rédaction de contenu et l'analyse par moi-même. J'ai collaboré avec des médias crypto comme Being Crypto, ainsi qu'avec des clients privés sur leur stratégie marketing et développement commercial. Avant Space Identité, j'étais chez NF Trade, une place de marché NFT multichaîne où je dirigeais la croissance et la stratégie, surtout hors Ethereum. Donc, des jetons non fongibles dans des écosystèmes alternatifs. À ce moment-là, alors que le marché des jetons non fongibles mûrissait, des collègues de mon réseau m'ont présenté Space Identité. Ils cherchaient à développer leur département de développement commercial. Et en tant qu'infrastructure centrale de nombreuses blockchains différentes, vous savez, en étant cette infrastructure d'identité et cette couche d'identité. C'était une opportunité vraiment intéressante et formidable pour moi de m'élargir au-delà des jetons non fongibles basés uniquement sur l'art vers des jetons non fongibles ayant plus d'utilité. C'est ce que sont ces noms de domaine dans la phase actuelle. Nous pouvons en parler un peu plus en détail, mais oui, je suis arrivé dans l'équipe de développement commercial et maintenant je dirige l'équipe de développement commercial chez Space Identité. Non,
C'est fantastique. Et tu abordes de nombreux sujets qui changent sans doute notre manière de faire des affaires, de gérer la transition numérique et l'expérience utilisateur. Ta vision inclut un futur où blockchain, Web3 et intelligence artificielle démocratisent l'accès à l'identité numérique, aux opportunités économiques et à l'innovation. Donc, en mettant de côté un peu tout le jargon technique, et bien sûr, mon public est assez à l'aise avec le numérique, mais tout le monde ne comprend pas toutes les couches. Alors, tout d'abord, voyons ce qu'est Space Identité et quel est le contact. En partie, qu'est-ce que l'entreprise, ce qu'elle fait et comment vous construisez cette identité et l'expérience utilisateur possible à ce sujet. Bien sûr, au niveau supérieur, Space Identité est une plateforme d'identité. Nous sommes une plateforme et agrégateur multi-chaîne lançant et regroupant des domaines de premier niveau dans l'univers des crypto-monnaies. Ce que cela signifie en termes simples, c'est essentiellement que nous créons des adresses de portefeuille lisibles par l'homme qui offrent une expérience de nom d'utilisateur sur le marché des crypto-monnaies. Pour nos utilisateurs de crypto-monnaies ayant une adresse de portefeuille X, c'est, vous savez, 40 lettres et chiffres aléatoires OX, 12, A, B, C, c'est votre identifiant via une identité décentralisée, quelque chose comme Denizith ou Harrison BNB. Nous proposons une alternative à l'adresse de portefeuille, lisible par l'humain, que vous pouvez utiliser de la même manière que votre adresse de portefeuille OX. Donc, essentiellement, cela facilite simplement la compréhension pour les utilisateurs de savoir qui se trouve de l'autre côté de la transaction et comment ils interagissent avec eux. Que vous échangiez sur la blockchain, suiviez des transactions sur un explorateur de blocs ou soyez dans un jeu ou une application sociale décentralisée. Cela propose l'expérience de nom d'utilisateur familière du Web 2. Nous facilitons ces interactions pour qu'elles se fassent plus aisément sur la blockchain et d'abstraire en quelque sorte certaines de ces complexités techniques que l'on observe actuellement sur le marché. Fantastique. L'identité est très importante et constitue une grande part d'Internet. Donc, comme vous l'avez dit, ben, il y a les niveaux d'identité pour la présence purement numérique, il y a les niveaux d'identité pour les domaines dans le Web 3, comme ce que vous faites. Et il y a, bien sûr, les niveaux de nos multiples couches, à la fois pour les entreprises et autour des données de santé personnelle, des données d'entreprise et ainsi de suite. Alors, pouvez-vous expliquer, surtout l'intégration spéciale, le domaine du Web3 est quelque chose qui devient de plus en plus avancé et je pense que vous faites partie de l'une des entreprises à la pointe qui essaie d'intégrer cela, mais il reste beaucoup de travail à faire pour le rendre plus accessible au grand public. Donc, une partie du travail de Space Identité, pouvez-vous en dire un peu plus? En quoi consiste ce travail de démocratisation d'une identité Web3? Comment cette identité Web3 peut-elle devenir très puissante pour nous tous? La vraie question est comment rendre cela accessible à plus de personnes et leur permettre d'en profiter pleinement? Oui. Donc pour nous, et je pense que c'est pareil pour une grande partie de l'écosystème crypto, il s'agit vraiment de réduire cette barrière technique à l'entrée. Rendre cela facile pour les utilisateurs du Web 2 ou simplement pour les utilisateurs traditionnels d'Internet afin qu'ils puissent accéder à la valeur disponible dans ces applications basées sur la crypto. Ils utilisent des applications centralisées et les noms de domaine en sont un aspect. Essentiellement, comme je le disais, cela offre une alternative lisible par l'humain. Cela simplifie l'interaction pour les utilisateurs, comme envoyer un email ou avoir un nom sur Twitter. On sait qui est de l'autre côté de la transaction. Donc cela peut être anonyme, ou bien vous savez, complètement révélé. Je pourrais choisir un nom de domaine comme Harrison, Seletsky BNB ou Etasna, surtout si je suis un trésor public ou que je veux distinguer certains comptes. En tant qu'organisation autonome décentralisée, je peux attribuer des noms de domaine à mes comptes de trésorerie pour les rendre facilement traçables. Pour les utilisateurs, il est aujourd'hui assez simple d'enregistrer un nom de domaine, même si cela reste perfectible. Il faut quand même comprendre les bases de la crypto. Comment acheter un jeton non fongible, comment effectuer une transaction avec un portefeuille. Nous essayons de faciliter cela. Nous travaillons également avec certains portefeuilles ainsi qu'avec certaines plateformes d'échange centralisées qui représentent vraiment beaucoup des premiers points de contact dans l'univers des crypto-monnaies. Pour rendre ces noms de domaine facilement accessibles, c'est comme lorsque vous vous inscrivez sur Twitter, vous choisissez votre nom d'utilisateur comme l'un des premiers aspects de votre parcours dans cette application. Nous faisons de même avec les noms de domaine pour offrir une interface bien plus fluide et accessible qu'avec les suites aléatoires composant une adresse de portefeuille. Et cela est vrai sur Ethereum, sur Solana, sur n'importe quel L1 ou L2. Nous facilitons en quelque sorte la compréhension de votre identité dans cet espace, ainsi que celle des autres personnes qui s'y trouvent.
Cela peut aussi concerner les agents de intelligence artificielle ou les entreprises. Cela fournit essentiellement un identifiant pour tout portefeuille. Que ce portefeuille soit utilisé par un humain, un trésor, une entreprise, une intelligence artificielle ou un robot. Il fournit simplement cet identifiant lisible par l'humain afin de rendre ces interactions plus faciles, plus traçables, plus simples à comprendre. Alors, si tu pouvais juste expliquer un cas d'utilisation précis, un parcours utilisateur pour nous, tu as mentionné plusieurs études de cas différentes où le Web3, l'identité va devenir de plus en plus importante. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, il y a un aspect à rendre ça vraiment basique et très simple. Comme pour le référencement et Internet, rechercher le nom de votre entreprise devient de plus en plus essentiel. Actuellement, seuls les chanceux ou les personnes importantes ont une page Wikipédia. Et bon, vous pouvez obtenir un domaine à votre nom ou celui de votre entreprise, mais il n'y a rien de plus. Comment vous déposez votre nom en tant que marque? Comment vous déposez le nom de votre entreprise? Comment vous déposez vos produits en tant que marque? Alors, dans ce contexte, comment Space Identité crée-t-il la solution? Vous intervenez dans le domaine identité, le portefeuille identité, puis les propriétaires. Par exemple, vous avez déjà atteint 13 millions d'utilisateurs, un chiffre impressionnant, et aussi vous pouvez avoir un nom de fonctionnalité. Et vous avez également mentionné le niveau de liaison du portefeuille avec la crypto. Et je pense que c'est important car le défi actuel, c'est la grande fragmentation de la crypto. Et vous avez tous ces différents jetons, même le président des États-Unis en ce moment, sous forme de jetons. Comment voyez-vous cela? Mais comment pouvons-nous réellement utiliser cela pour autonomiser, pas seulement pour le trading et la spéculation? Tout le trading et la spéculation font partie du business, mais ce que vous faites, c'est un guichet unique. Plateforme d'identité Web3. Oui, donc je pense qu'un cas d'utilisation vraiment facile à identifier est un cas d'utilisation de sécurité pour l'envoi et la réception de fonds. Quand tu utilises un portefeuille, Denise, si je veux t'envoyer un paiement, tu me donnes une adresse. Je dois vérifier que chaque lettre et chiffre est exact. Si je me trompe d'une lettre et envoie à la mauvaise adresse, les fonds sont définitivement perdus. Cela permet de le remplacer par une alternative lisible avec Denisette Denise BNB. Grâce à notre intégration avec MetaMask, cela fonctionne sur toutes les blockchains qu'il supporte. Donc, vous n'avez besoin que d'un seul domaine sur n'importe quelle blockchain compatible Ethereum Virtual Machine pour accepter ou envoyer ces paiements très facilement. Je ne sais pas si vous connaissez les attaques de poussière ou de phishing. Ce sont des arnaques courantes dans le domaine de la crypto où les escrocs essaient de pousser l'utilisateur à remplacer une mauvaise ou incorrecte adresse de portefeuille qui peut avoir une ou deux lettres ou chiffres différents de l'adresse correcte. Et avec autant de portefeuilles aléatoires, vous savez, il peut être difficile de tout vérifier minutieusement et de s'assurer que tout est exactement correct. Cela propose une interface similaire à un email ou un nom d'utilisateur. Et vous savez, lorsque vous envoyez à Harrison BNB, vous n'avez pas besoin de vérifier 2 fois pour être sûr. C'est bien à moi que ça arrive. Vous saurez que c'est pour moi car je possède ce nom de domaine à mon adresse de portefeuille. Donc, en quelque sorte, la finance décentralisée est une partie très importante du cœur de l'écosystème blockchain. Aujourd'hui, de nombreuses personnes recherchent de nouveaux cas d'utilisation. Mais la finance décentralisée offre une énorme quantité de capital débloqué et de valeur débloquée aux utilisateurs. Même en voulant aller plus loin, les noms de domaine débloquent ce mécanisme de sécurité de base auparavant indisponible. En matière de sécurité, lors du retrait de fonds d'une plateforme d'échange, envoyez et recevez des fonds depuis un portefeuille. Cela rend simplement ces interactions beaucoup plus faciles, beaucoup plus simples et beaucoup plus sûres. Donc, c'est un cas d'utilisation vraiment facile à identifier dès le départ. Et à mesure que l'écosystème de la blockchain se développe, que les développeurs continuent de construire sur notre protocole et aussi sur d'autres protocoles pour proposer plus de cas d'utilisation, les identités et noms d'utilisateurs sur la blockchain gagneront en valeur et utilité, y compris dans des domaines encore inconnus. Mais oui, la sûreté et la sécurité sont en quelque sorte ce point de contact d'introduction vraiment basique, je dirais, pour comprendre où se trouve la valeur des noms de domaine. Le nom de domaine est une grande industrie, dominée mondialement par des acteurs comme God, Beldi et d'autres. Et vous êtes en train de créer un nouveau système de valeurs qui réunit le Web 2 et le Web 3. Et le Web 3, bien sûr, touche à tout ce que vous venez de mentionner. Je souhaite démocratiser davantage un paradoxe présent dans le monde de la blockchain parce que, bien sûr, beaucoup de choses fonctionnent depuis le début des technologies blockchain et surtout du Web 3. Alors, comment voyez-vous le Web 2 actuel et le Web 3 actuel pour réaliser votre vision?
Parce que bien sûr, si je crée un domaine avec vous et qu'il y a déjà 13 millions de personnes dessus, c'est un accomplissement énorme. Mais il y a des centaines de millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de cela, et pour elles, c'est très confus de savoir comment faire. Pour être honnête, je fais partie des premiers à avoir écrit sur la blockchain dans le monde, même moi. Parfois, j'ai peur de faire une erreur avec mon portefeuille, de me tromper dans la façon dont j'intègre mon compte à mes actifs en crypto et à mes actifs fiscaux. Cela me fait peur. Je fais maintenant converger les deux de la bonne façon. Bien sûr, moi, en ce moment, nous avons probablement un accès grand public à cela avec ce qui se passe aux États-Unis, avec probablement le premier président officiel pro-crypto. Il reste encore beaucoup à faire pour l'éducation, l'expérience utilisateur et la simplification. Comment percevez-vous cette partie? Je souhaite la partager avec notre public. Oui, je pense que la simplification sera l'aspect principal sur lequel l'industrie doit se concentrer. Je pense qu'il existe encore aujourd'hui une barrière technique très élevée pour accéder à ce type d'application décentralisée. Pour acheter du Bitcoin, on peut choisir un fonds négocié en bourse. Mais pour l'autogarde, il faut d'abord s'inscrire sur une plateforme centralisée. Il faut déposer de la monnaie fiduciaire. Il faut acheter la crypto. Il faut la transférer vers son portefeuille. Il faut s'assurer que les clés privées du portefeuille sont en sécurité. Donc, il y a tout un parcours, même au niveau le plus basique, pour s'impliquer. Et je pense que l'industrie dans son ensemble doit continuer à évoluer et à abaisser ce seuil d'entrée. J'en ai déjà parlé, c'est ce que j'appelle le problème de la grand-mère, c'est-à-dire ta grand-mère, ma grand-mère. Elles savent comment envoyer et recevoir une adresse email et un email. Elles ne se soucient peut-être pas de savoir comment ça fonctionne. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est que l'email qu'elles envoient va arriver à destination à la fin de la journée. Donc, je pense que c'est là que l'espace crypto va évoluer. Il va y avoir des rails crypto et une infrastructure crypto sous beaucoup de ces applications. L'utilisateur final ne se souciera peut-être pas que ce soit basé sur la blockchain. Cela va simplement faciliter l'opération qu'il souhaite effectuer. Un exemple intéressant de ce phénomène apparaît dans le domaine du jeu vidéo. Le premier jeu Web3 a été lancé sur Xbox et PlayStation. Il s'appelle Godzilla, il est sur Avalanche, et tous les jetons non fongibles peuvent être échangés. Tous les objets du jeu sont des jetons non fongibles, donc facilement échangeables, achetables, vendus ou gagnés. Pour l'utilisateur final, un joueur ordinaire pourrait ne pas vraiment se soucier que chaque objet soit un jeton non fongible, mais ce qui les intéresse, c'est de pouvoir monétiser, de pouvoir vendre, de jouer au jeu et de gagner ces objets, et vous savez, la valeur peut réellement leur revenir. Je pense que la simplification sera très importante. Nous devons rendre ces applications aussi accessibles que possible. Chez Space Identité, nous cherchons à fournir l'infrastructure d'identité à ces applications. Une infrastructure unifiée dans tout l'écosystème. Actuellement, à chaque inscription sur une nouvelle plateforme sociale, il faut un nouveau nom d'utilisateur. Mais dans l'univers crypto du Web3, votre nom d'utilisateur sera intégré. Et vous pouvez ainsi le transporter d'une plateforme à l'autre. Donc, si vous êtes un trader ou, vous savez, un artiste jeton non fongible, vous pourrez être identifié comme cet utilisateur à travers différentes plateformes, pas seulement dans cette application isolée. Cela offre une interface et une facilité d'utilisation comparable pour l'utilisateur, mais élargit considérablement l'ensemble par rapport à ce qui est disponible dans le Web 2. À l'avenir, vous verrez probablement des applications de médias sociaux similaires à Twitter, où vous pourrez connecter votre portefeuille et afficher votre nom d'utilisateur comme votre identité on-chain. Avant, il faisait des pareils avec les jetons non fongibles permettant d'utiliser son jeton non fongible comme photo de profil sur Twitter. Vous deviez connecter votre portefeuille et prouver que vous en étiez propriétaire. Pour prouver que ce jeton non fongible vous appartient vraiment, et non via une simple capture d'écran, je pense que les identités auront un rôle similaire. En tant que Denise, tu voudras t'assurer que personne ne t'usurpe, notamment sur d'autres plateformes. Et si tu possèdes DeniseETH ou DeniseBNB et que c'est lié à ton portefeuille, il est très facile de vérifier que tu es bien qui tu dis être, peu importe ce que tu fais, peu importe la plateforme que tu utilises. Donc, l'utilisation de ces noms de domaine va au-delà du simple espace Web3. Il y aura des moyens de lier cela à des sites Web, à des applications de réseaux sociaux, à l'espace Web 2. Tout commence en fait par cette propriété immuable et décentralisée dans la crypto. Où puis-je acheter et posséder mon nom de domaine ArizonBNB? Et moi seul, en tant que propriétaire du portefeuille et détenteur des clés privées qui possèdent ces noms de domaine, peux le prouver. Je suis bien celui que je prétends être.
Donc, ce n'est pas seulement un nom d'utilisateur visible par l'utilisateur, mais c'est aussi une identité sous-jacente à laquelle vous pouvez continuer d'ajouter. À l'avenir, vous pourrez aussi ajouter des infos hors chaîne. Vous savez, par exemple, disons que vous faites une vérification Know Your Customer sur une plateforme d'échange. En liant votre vérification Know Your Customer à votre identité blockchain, vous pourrez l'utiliser sur chaque plateforme d'échange. Pas besoin de répéter le processus, votre Know Your Customer initial est déjà vérifié sur la blockchain. Cette identité vous permet de voyager avec vos données et de prouver qui vous êtes sur diverses plateformes. Je pense que cela facilitera vraiment l'interaction des utilisateurs via une interface web ouverte. C'est un récit fantastique. Il reste du travail pour progresser. Je veux avancer. Vous avez récemment intégré MetaMask, ce qui change la donne à bien des égards. Donc, vous apportez vos capacités à l'écosystème MetaMask. Et pour les personnes qui nous écoutent, j'ai d'ailleurs interviewé l'un des directeurs de MetaMask ici dans la série. C'est l'une des plus grandes plateformes et portefeuilles Web3 en ligne. Parlez-nous de cette expérience et du fonctionnement de ce partenariat. Vous avez intégré en octobre, il y a donc quelques mois. Petit rappel historique. Oui, bien sûr, oui. Nous avons travaillé avec beaucoup de portefeuilles. Nous collaborons avec de nombreux portefeuilles de premier plan dans ce domaine. Et maintenant, avec MetaMask, c'est notre plus grand fournisseur de portefeuilles qui prend désormais en charge les domaines Space Identité. Mais c'est le même cas d'utilisation, similaire à celui que j'ai identifié dans le domaine des portefeuilles. Il s'agit de faciliter et sécuriser l'envoi et la réception de fonds pour les utilisateurs. Chaque portefeuille peut maintenant posséder et utiliser ces noms de domaine à la place de l'adresse OX. Donc, quand je reçois mon salaire, tu sais, je travaille pour une entreprise Web3, pour une entreprise crypto. Je peux fournir mon identité Space Identité afin de recevoir ces fonds. Donc maintenant, tu sais, mon service ressources humaines n'a plus à espérer que je leur ai envoyé la bonne adresse, que je n'ai pas fait d'erreur sur un caractère. Lorsqu'ils saisissent Harrison BNB ou l'adresse où je reçois mon salaire, ils savent que c'est comme une adresse email. Ça va aller exactement à ce domaine. Donc, ce que nous avons fait, c'est développer cela dans MetaMask pour environ 20 services de noms de domaines différents, à la fois des services internes comme les domaines OurBNB, les domaines Arbitrum, mais aussi pour des services tiers comme Unseen, le service de nom Ethereum qui reste encore le leader dans ce domaine. Nous avons aussi ajouté une utilité aux détenteurs de noms de domaine sur MetaMask. Avant, votre domaine Ethereum était limité à Ethereum, mais avec MetaMask, il fonctionne désormais sur toutes les chaînes compatibles EBM. Donc, même si vous travaillez avec une nouvelle chaîne, si vous êtes sur la chaîne BNB, si vous êtes sur une Elder, vous pouvez utiliser tous vos noms de domaine pour envoyer et recevoir des fonds, ce qui rend cela beaucoup plus sûr et beaucoup plus facile pour ces utilisateurs. Je pense que ce sera très utile pour les nouveaux utilisateurs car cela apporte une vraie tranquillité d'esprit. Vous savez, vous n'avez pas à vous inquiéter de faire une erreur. Vous n'avez pas à vous inquiéter que quelqu'un ait pu copier-coller. Un hacker pourrait avoir copié-collé une adresse de phishing lorsque vous essayez d'envoyer vos fonds. Vous savez simplement que cela ira exactement là où cela doit aller. Donc, MetaMask a introduit quelques protocoles d'identité décentralisés différents dans leur programme Snaps. Leur MetaMask Snaps ressemble beaucoup à leur App Store, où des tiers peuvent soumettre des fonctionnalités que les utilisateurs peuvent télécharger et intégrer dans leur portefeuille. Depuis notre lancement, SpaceID est le snap d'identité le plus important et à la croissance la plus rapide de leur écosystème. Nous avons le plus d'utilisateurs ayant téléchargé notre infrastructure sur MetaMask pour faciliter l'envoi et la réception de fonds. Nous collaborons avec de nombreux portefeuilles majeurs, BNB Binance Road, OKX Token Pocket, Trust Wallet, etc. Pour nous, il s'agit de simplicité, de sécurité et de tranquillité d'esprit pour l'utilisateur final. Du moins, dans le cas d'utilisation d'un portefeuille, il existe de nombreux autres cas d'utilisation en dehors des portefeuilles. Mais comme les portefeuilles sont un point de contact initial si important dans cet espace, vous savez, ces noms d'utilisateurs rendent vraiment facile et plus direct ces interactions. C'est incroyable, c'est clé car il faut rendre cela accessible au grand public tout en intégrant cette innovation à l'innovation grand public. Donc, une partie de votre carrière a été consacrée à la finance décentralisée et aux jetons non fongibles. Dans l'écosystème global, les jetons non fongibles ont échoué, mais la technologie reste utilisée dans de nombreux domaines. Mais la vague des jetons non fongibles a échoué sur cet aspect. Donc, pour élargir un peu le sujet, et je veux aussi respecter votre temps, comment voyez-vous cette innovation incroyable autour de ces sujets? Mais comment pouvons-nous réellement faire avancer cette révolution Web3, l'innovation de la finance décentralisée et créer un bon pont? Parce que je pense que le défi,
c'est que nous commençons à avoir deux réalités parallèles qui coexistent. Donc, nous avons l'industrie financière conventionnelle, même les médias s'y perdent, et je travaille là-dessus depuis longtemps. Nous avons toutes les innovations fantastiques que vous, comme vous et vos entreprises à travers le monde, êtes en train de réaliser. Ensuite, il y a les personnes conventionnelles qui rencontrent encore de nombreux problèmes avec leurs banques traditionnelles et dans d'autres domaines. Et nous ne pouvons pas avoir une sorte de conflit entre les deux, parce que même pendant la Révolution française, ils ont changé et tué beaucoup de gens, mais tout est redevenu pareil après un certain temps. Comment construire correctement ce pont? Et selon vous, quelle est la véritable vision du Web 3? Et bien sûr, en plus de ce que vous venez de dire, mais aussi la finance décentralisée et un peu de votre parcours à travers ces différentes couches entre l'identité, la finance décentralisée et le Web 3, oui. Donc, je vois vraiment la blockchain comme un complément à ce qui a déjà été construit. Donc, je ne pense pas qu'on verra chaque élément d'infrastructure de l'interface Web 2 remplacé par des rails blockchain. Je pense que la blockchain va jouer un rôle en dessous au niveau de l'infrastructure et remplacer les domaines qui sont redondants. Vous savez, par exemple, dans le domaine de la finance décentralisée, le prêt et l'emprunt en ce moment, si vous voulez prêter ou emprunter auprès d'une banque, d'abord, vous devez être accepté. Vous devez accepter le taux d'intérêt qu'ils imposent. Plusieurs étapes sont nécessaires avant de recevoir ces fonds. Avec la blockchain, tout devient simple, pair à pair, sans autorisation et instantané. Tant que c'est accepté par les deux parties, cela peut être effectué et aller de l'avant dans cette action. Donc, je pense que la crypto va jouer un rôle où il y a des redondances, où il y a une extraction de valeur qui est inutile et qui peut revenir à l'utilisateur final. Nous allons essentiellement créer des moyens de redistribuer cette valeur à l'utilisateur de la manière la plus optimale possible. C'est un peu comme prendre le financement ou la valeur normalement attribuée à une partie centrale rendue aux vrais utilisateurs finaux de l'application. Pour les transferts d'argent, la finance décentralisée, le trading, le prêt ou l'emprunt. Je pense que pour l'instant, il y a encore un certain défi à comprendre comment cela sera facilement accessible pour l'utilisateur moyen. Mais avec l'arrivée de nouvelles interfaces et protocoles, l'utilisation de ces applications vous devient plus facile. Même sans toutes les compétences en crypto, cela rendra les choses plus accessibles. Comme notre vision de l'intelligence artificielle prenant le contrôle du monde. Chat Generative, pre-trained, transformé, a rapidement attiré des centaines de millions d'utilisateurs grâce à sa grande facilité d'utilisation. Beaucoup de gens, je doute, vous savez que beaucoup des auditeurs ici, moi y compris, nous ignorons souvent le fonctionnement technique de ces grands modèles de langage, mais savons les utiliser selon nos besoins. Et je pense que ce sera la même chose avec la blockchain. Il y aura des gens qui voudront accéder à l'utilité que proposent les applications décentralisées sans avoir à comprendre chaque détail technique de leur fonctionnement. Je pense que c'est la direction à suivre. Polymarket illustre bien une réussite récente, surtout lors de l'élection américaine. C'est une forme d'open source de l'intelligence générale permettant aux gens de miser sur leurs convictions pour prédire l'avenir sans aucune autorisation. Donc, si je veux parier ou si je veux spéculer sur qui va gagner l'élection présidentielle, il n'y a pas vraiment de moyen pour moi de le faire. Le polymarket complet, sans passer par un intermédiaire central, sans donner mon identité, sans fournir d'informations personnelles, je peux maintenant le faire ouvertement et facilement. Je pense donc qu'on poursuivra dans cette voie. Là où Polymarket fonctionne sur des rails crypto, il dispose de ces éléments. Vous savez, il vous faut des stablecoins pour les utiliser afin de placer vos prédictions et ce genre de choses. Mais ce n'est pas le cas d'utilisation principale. La blockchain le permet, mais ce n'est pas l'argument principal. L'argument de vente, c'est cette base de connaissances ouverte qui permet, vous savez, au monde entier de décider ce qu'il pense qu'il va se passer. Donc, je pense que vous allez voir plus de cas d'utilisation qui ne reposent pas sur la technologie blockchain comme principale proposition de valeur, mais qui l'utilisent pour atteindre l'objectif final. Je pense que nous évoluerons encore dans ce domaine, surtout si la clarté réglementaire s'améliore. Vous savez, de meilleures conditions en ce qui concerne la façon dont les gens perçoivent la crypto et la façon dont les entreprises peuvent opérer. Cela devrait devenir plus facile et plus simple et apporter ces opportunités, vous savez, les rendre beaucoup plus accessibles au grand public. Donc, C'est le récit principal, allons-y. J'ai des questions techniques. Je veux d'abord parler de votre jeton, puis passer au récit, car je partage totalement son avis, mais il faut voir comment avancer.
Commençons donc par votre jeton. Alors, parlez-nous un peu du jeton Space Identité qui a actuellement une capitalisation boursière de 370 millions de dollars et un volume de 37 millions de dollars par jour, ce qui est assez significatif. Et c'est aussi l'un des principaux jetons dans ce domaine. Donc, parlez-nous un peu de ce jeton et du jeton Outroad. Vous lancez le jeton dans votre communauté Web3. Comment ferez-vous ensuite évoluer votre produit dans divers aspects? Bien sûr, Oui, donc au cœur, le jeton identité est le principal jeton utilitaire de l'écosystème Space Identité. C'est maintenant un jeton de gouvernance. Donc nous sommes entièrement gérés par notre communauté. Il décide de notre mode de fonctionnement, il décide des applications, des fonctionnalités que nous voulons inclure dans nos différents aspects. Il décide même de l'utilisation d'une partie de nos revenus. Vous savez, que ce soit pour obtenir différentes subventions ou pour procéder au rachat et à la destruction de jetons. Ils ont un contrôle important, presque comme un actionnaire, grâce à leur droit de vote sur le fonctionnement de l'entreprise. Nous cherchons, de façon synthétique, à faire de nos détenteurs de jetons les véritables parties prenantes de notre écosystème, où ils participent à nos décisions et à notre évolution vers l'avenir. Donc, si vous souhaitez faire une proposition de gouvernance concernant différents aspects à inclure dans notre Software Development Kit, si vous souhaitez lancer un nouveau service de nom de domaine sur une nouvelle blockchain, tout cela passe par notre protocole de gouvernance. Et ce sont nos détenteurs de jetons d'identité qui décident si nous allons de l'avant ou non avec cela. De nombreux jetons d'identité ont été remis à nos titulaires de noms de domaine. En réalité, ce sont nos parties prenantes et utilisateurs qui choisissent les fonctionnalités et orientent notre avenir. Nous pensons donc qu'il est vraiment important que notre écosystème d'utilisateurs ait son mot à dire sur ce que nous faisons. Nous avons observé beaucoup de succès avec cela. Les organisations autonomes décentralisées ou organisations autonomes décentralisées ont généralement eu de bons résultats. En prenant en compte toutes les opinions et les idées de la communauté et en les laissant décider de manière méritocratique de la façon d'avancer. Si vous détenez des jetons Space Identité, votre pouvoir de vote dépend du nombre de jetons identité possédés. Pour proposer une gouvernance afin de décider comment nous avancerons à l'avenir, pour décider à un niveau très basique de notre mode de fonctionnement. Notre communauté y a été très réceptive. Et ils sont très, vous savez, je dirais, ils sont très actifs dans leur participation à la gouvernance et à la façon dont nous fonctionnons en tant que protocole. non et bravo Arnold. Ce que vous avez accompli et poursuivi n'est pas facile parce que bien sûr, c'est jusqu'à récemment, la crypto a connu plusieurs vagues différentes, dont certaines n'étaient pas très positives, mais il y a quand même beaucoup de choses positives qui avancent. Alors, en regardant vers l'avenir, quels sont les prochains grands jalons pour Space Identité et comment voyez-vous la plateforme façonner le Web 3? Et cette communauté, tout part d'elle et de son évolution. Vous avez mentionné, même dans l'intelligence artificielle, si vous regardez cela, c'est la façon dont vous construisez un produit qui peut façonner une communauté et la faire évoluer. Oui, nous avons beaucoup à faire avancer dans les 2 prochaines années. D'abord, nous lançons de nouveaux services de nom de domaine avec de nouveaux L1 et L2. Nous fournissons une infrastructure d'identité à leurs utilisateurs, Block Explorer, portefeuille et applications décentralisées. Ainsi, ils peuvent accéder au même type de fonctionnalités d'identité sur des blockchains qui n'ont pas encore d'aspect lié à l'identité. Nous travaillons également sur de nouveaux produits, un nouveau produit en particulier que nous n'avons pas encore lancé. Il sortira au premier trimestre de 2025, mais c'est en quelque sorte pour unifier tout l'espace des portefeuilles et de l'identité. Ainsi, vous pouvez déposer, retirer, envoyer et recevoir des fonds sur différentes plateformes et portefeuilles via une seule interface. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de déconnexion entre ces différents écosystèmes en ce moment, ce qui crée en quelque sorte une barrière, que vous soyez sur Ethereum, Solana ou toute autre plateforme d'échange. Ils ne peuvent pas toujours fonctionner ensemble de manière transparente. Et nous travaillons sur un produit qui va tout rassembler. Ainsi, vous n'aurez besoin que d'un seul nom d'utilisateur ou d'un seul point d'accès pour accéder à tous vos différents comptes. Donc, c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant, sans trop en révéler. Nous prévoyons de lancer cela avec quelques grandes plateformes d'échange au premier trimestre. Plus précisément, pour simplifier le processus de dépôt pour nos utilisateurs ainsi que pour les leurs, et aussi intégrer cela à l'interface du portefeuille. Au-delà de cela, en 2026, il y a l'ICAM, qui est l'organisme de régulation du World Wide Web de .com.org.
Ils vont organiser leur nouvelle vente aux enchères de domaines de premier niveau qui consiste à mettre aux enchères de nouveaux suffixes pour les noms de sites web. Donc, par exemple, vous voyez de nombreux sites web maintenant qui ont X, Y ou IO. Ce n'était peut-être pas un suffixe populaire il y a 5 ou 10 ans. Avant, c'était surtout .com, .org, .gouverneur. Désormais, on pourra aussi l'associer à votre nom de domaine crypto. Je possède Harrison BNB, mais pour l'instant, il n'est utilisable que dans un cadre Web3. Mais bientôt, en supposant, vous savez, que nous arrivons à gagner l'enchère BNB ou, vous savez, pour nos autres services de nom de domaine, leurs enchères correspondantes. Vous pourrez réellement gérer vos sites Web 2 en utilisant votre nom de domaine comme une sorte de clé de propriété. Donc, il n'y aura pas moyen de pirater ce site Web sans posséder cette identité sous-jacente, ce jeton non fongible d'identité qui est essentiellement la clé. Vous pourrez ainsi l'utiliser comme identité sur la blockchain, dans votre espace Web3 et en dehors. En créant un site Web, un blog ou un compte social pour votre entreprise, l'association devient bien plus simple. Donc, cela arrivera plutôt vers 2027. Actuellement, nous prévoyons pour 2025 un produit d'identité unifié et le lancement de nouvelles identités décentralisées pour d'autres blockchains émergentes. Donc, comme tu l'as dit, il se passe beaucoup de choses et tu as mentionné énormément d'éléments et qui sont vraiment essentiels pour faire avancer ce marché. Donc, je veux aussi aborder un autre niveau que tu as évoqué. J'aimerais approfondir un peu plus. Donc, pour le succès de ces écosystèmes et surtout pour que le Web3 passe au niveau supérieur, c'est un travail qui doit être adopté par les développeurs et qui consiste à créer une infrastructure technologique entre les utilisateurs de code et les communautés. Je sais que vous offrez une solution Software Development Kit et interface de programmation d'applications aux entreprises, ainsi qu'une équipe de développeurs dédiés. Décrivez comment cela fonctionne, comment ça se passe et ce que vous avez déjà accompli dans ces domaines à partager avec nous. Oui, bien sûr. Donc, notre Software Development Kit et nos interfaces de programmation d'applications sont essentiellement le moyen pour les portefeuilles et les applications Web3 d'intégrer ces noms de domaine dans leur protocole. Nous comptons environ 200 partenaires d'intégration à ce jour. Il s'agit de portefeuilles comme MetaMask, OKX Wallet, Binance Web3 Wallet et d'explorateurs de blocs comme Binance Smart Chain Scan, XLR Scan. Tout protocole souhaitant intégrer des identités peut utiliser notre Software Development Kit ou interface de programmation d'application pour offrir cette fonctionnalité à sa plateforme et ses utilisateurs. Il s'agit non seulement des identités de marque Space Identité comme BNB et Arbitrum, mais aussi de grands acteurs de l'identité dans cet écosystème, comme Ethereum Name Service, le service de nom Solana, ou le protocole Lens. Tous sont pris en charge dans notre Software Development Kit. Donc, nous voulons rendre les choses aussi simples que possible pour nos partenaires d'intégration afin qu'ils puissent prendre en charge le plus grand nombre d'utilisateurs possible, même si cela ne vient pas directement de notre écosystème. Nous savons que proposer ces fonctionnalités à nos partenaires va permettre de faire grandir le gâteau pour tout le monde. En rendant cette fonctionnalité d'identité accessible à d'autres applications, nous voyons plus d'inscriptions et d'utilisateurs voulant leur propre nom de domaine. Ils voient désormais son utilisation avec diverses applications. Nous nous concentrons toujours sur l'intégration de l'identité dans les meilleurs produits pour faciliter l'interaction des utilisateurs. Et nous avons déjà constaté beaucoup de succès jusqu'à présent. Comme je l'ai dit, il y a environ 200 intégrations sur différentes blockchains dans la plupart des principaux protocoles du secteur. Oui, c'est excellent et ce sont vraiment des chiffres impressionnants. Donc, une dernière question et je pense que nous avons dépassé 1 heure, mais je veux continuer. Donc, la dernière question est, d'accord, nous avons abordé beaucoup de choses concernant l'écosystème sur la façon dont nous pouvons réellement apporter. J'apprécie votre côté très pratique, concret en ce qui concerne les solutions que nous pouvons utiliser pour toute cette innovation. Mais l'un des plus grands défis, c'est l'adoption. Par exemple, si on fait un parallèle avec l'intelligence artificielle en ce moment, elle est massivement adoptée dans le monde entier. Tout le monde l'utilise. Même les plus sceptiques testent ChatGPT ou n'importe quel autre bot shed. Jusqu'ici, le Web3 a échoué malgré les efforts de Mark Zuckerberg et méthodes pour le populariser. Alors, comment pouvons-nous faire? Je pense que surtout en ce qui concerne l'innovation, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est évident, tout le monde comprend cela. Mais probablement le plus grand défi, et c'est ma question pour vous, selon vous,
Quel est le plus grand défi? Biula qui Ubosa X est-il l'adoption des capacités parallèles de la nouvelle innovation financière et de la finance centralisée utilisée avec notre finance traditionnelle au quotidien? Ou s'agit-il purement de Idabosa X? En réalité, il reste difficile d'utiliser certains portefeuilles mentionnés ici et de simplifier leur usage. Par exemple, si vous regardez PayPal, l'adoption est massive. Si vous regardez l'adoption de Wise ou Stripe, elle se chiffre en milliards. Alors, comment pouvons-nous rendre cela vraiment simple? Et j'ai également mentionné les domaines. Bien sûr, si vous allez sur ICAN, nous avons toutes ces grandes plateformes où vous pouvez acheter des domaines immédiatement. Et vous pouvez acheter un domaine, mais puis il peut être volé. C'est là que vous intervenez. Mais dans la vision globale du Web 30, et vous avez bien sûr été très impliqué là-dedans en tant que personnalité de start-up, mais aussi dans votre carrière. Que peut-on faire et comment le voir fonctionner? Pour ceux qui nous écoutent, entrepreneurs, utilisateurs ou passionnés, cela peut être perçu de façon plus positive et pratique. Oui, excellente question. Je vois 2 points à cela. Donc, je pense que l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur sont des aspects importants pour faciliter l'accès des utilisateurs à ce type d'application. Mais je pense qu'au final, la proposition de valeur principale qui va attirer plus d'utilisateurs, c'est l'utilité. Dans le sens où vous ne faites pas que spéculer, vous pouvez réellement obtenir de la valeur grâce à ces applications. Par exemple, vous parliez de Wise et de PayPal. Ils facturent des frais de 0,5%, 1% sur tous leurs transferts. Si vous utilisez un stablecoin, vous pouvez réduire ces frais. Vous voyez, si vous envoyez 10 000 vous devrez peut-être dépenser 50 à 100 sur PayPal ou Wise pour cette transaction. L'utilisation de stablecoin permet de réduire ces frais à quelques dollars ou centimes. Donc, rien que là, il y a une proposition de valeur très claire sur l'utilité d'utiliser une application basée sur la blockchain. Contrairement à ces applications Web 2 qui dirigent une part de la valeur vers l'entreprise plutôt qu'à l'utilisateur final. Donc, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup d'engouement autour des mêmes coins. Voir Sparkcoin atteindre près d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière est amusant, mais cela n'attirera pas le prochain milliard d'utilisateurs vers la crypto. Il faut se concentrer sur des fonctionnalités à forte valeur ajoutée. Les stablecoins sont particulièrement utiles, surtout dans les pays en développement ou à forte inflation. Cela leur permet d'accéder au dollar américain, qui est la monnaie fiduciaire la plus stable au monde, ce qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant. Aujourd'hui, dans un village en Afrique, un simple smartphone suffit pour accéder à cet actif bien plus sûr. Et cela sans même évoquer le Bitcoin ou l'Ethereum comme réserve de valeur. Vous pouvez simplement garder votre valeur en dollars américains. C'est une option qui rassurerait bien plus de gens que la volatilité du Bitcoin ou de l'Ethereum. Je pense donc qu'il faut se concentrer sur ces cas d'utilisation apportant une réelle valeur, comme réduire les coûts et faciliter la préservation de la richesse, surtout pour les utilisateurs dans les pays à forte inflation, car c'est un cas d'utilisation remarquable. C'est aussi pourquoi on observe une forte adoption des crypto-monnaies en Turquie et au Nigeria qui font face à l'inflation. Et ils considèrent les stablecoins comme un moyen vraiment sûr et simple de contourner tous ces problèmes qu'ils ont rencontrés auparavant. Oui, l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur, offrir une expérience utilisateur simple, c'est essentiel. Si nous valorisons vraiment ces utilités majeures offertes par la blockchain, je pense que le nombre d'utilisateurs va exploser. Je pense qu'avec un cadre réglementaire plus clair, il sera plus facile pour certaines entreprises Web 2 de s'impliquer. PayPal a lancé son stablecoin, facilitant, sécurisant et réduisant le coût des transferts pour les utilisateurs. On voit déjà ces entreprises leaders du secteur adopter cette technologie car elle offre une valeur auparavant inaccessible. Donc, je pense que si on peut vraiment se concentrer sur l'utilité et s'éloigner de la spéculation, on va voir beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus d'utilisateurs finaux. Je suis d'accord et vous avez souligné l'essentiel, Akil Zeal, mais aussi nous devrions en tenir compte, surtout lorsque nous rassemblons tout cela. Vous avez mentionné l'industrie du jeu vidéo, j'aimerais donc poser une question à ce sujet. J'apprécie votre manière d'aller droit au but. Donc, concernant l'industrie du jeu vidéo, il y a plus de 3,5 milliards de personnes qui jouent à des jeux chaque jour. Donc, en fait, il y a déjà beaucoup de jeux qui possèdent des systèmes de récompense avec une sorte de composant Web3, de la 3D et ainsi de suite. Comment, selon votre expertise, voyez-vous l'industrie du jeu vidéo avec le Web3 et la façon de rassembler ces éléments?
Parce que, bien sûr, les jetons non fongibles étaient presque arrivés à ce stade, mais c'est devenu trop spéculatif et c'est parti dans une autre bulle. Mais comment voyez-vous l'innovation que vous apportez en matière d'identité appliquée aux joueurs? Car de nombreuses personnes dépensent énormément. Si vous regardez les marchés mondiaux de l'e-sport, du sport et toute l'industrie, et bien sûr, il y a du divertissement. Il y a du divertissement associé à cela. Il y a beaucoup de choses intégrées en ce moment, mais c'est aussi un peu fragmenté. Alors, comment voyez-vous cela? Je m'intéresse beaucoup aux ventes d'identifiants et à votre travail sur ces réactions. Oui, la fragmentation est un aspect essentiel que vous mentionnez et la crypto ainsi que la blockchain l'accentuent. On peut s'en débarrasser en rendant ces écosystèmes plus interopérables. Je pense que cela va évoluer dans l'industrie du jeu vidéo. Nous verrons encore de nombreux studios de jeux indépendants ou petits studios prendre plus de risques. Adoptons d'abord cette technologie, puis les grands studios de jeux suivront si elle réussit. Je pense que les principales utilisations dans le jeu vidéo concerneront les objets en jeu sous forme de jetons non fongibles ou autres actifs échangeables. Si vous êtes un vrai gamer passionné, vous pouvez passer des centaines, voire des milliers d'heures à concourir, gagner des trophées et obtenir des objets. Si un jour vous vous ennuyez ou que l'entreprise décide de passer à la prochaine version et vous ne pourrez plus utiliser cet objet, vous aurez passé tout ce temps et vous ne pourrez même pas en tirer la valeur finale. Ainsi, si ces objets sont sous forme de jetons non fongibles, ils peuvent être achetés et vendus librement sur un marché secondaire partout dans le monde. Et au-delà de ça, ils peuvent aussi être intégrés dans d'autres jeux. Ainsi, avec un jeu à succès, d'autres studios peuvent rendre ces objets jetons non fongibles compatibles avec leur propre jeu. Ainsi, vous pourrez apporter des objets de différents univers et les utiliser, vous savez, au fur et à mesure que vous poursuivez votre aventure de jeu. Peut-être que lorsque vous êtes plus jeune, vous aimez un jeu, vous savez que vous y réussissez bien. Vous gagnez des objets, vous gagnez une réputation, et maintenant, vous pouvez en quelque sorte emmener cela avec vous lorsque vous continuez vers d'autres jeux également. Ça, c'est pareil avec le gamer tag. D'ailleurs, c'est là que le nom de domaine entre en jeu. Il y a déjà beaucoup de joueurs d'esport célèbres. Vous savez, des personnes qui gagnent des dizaines de millions de dollars, voire des centaines de millions de dollars en tant que joueurs professionnels. Et maintenant, ils peuvent utiliser ces identités on-chain comme leur gamer tag Web3 pour voyager à travers les différents univers de jeu. Par exemple, Ninja compte parmi les joueurs les plus célèbres. Si la Ninja est et utilise ce gamer tag Web3 dans un jeu Web3, il peut rester Ninja est dans un autre jeu. Les utilisateurs savent, c'est le vrai ninja, pas quelqu'un qui utilise juste son nom. C'est bien lui parce qu'il a la même identité on-chain qu'il utilise avec son portefeuille, ce qui le relie à tous ces différents écosystèmes de jeux. Je pense donc que cela réduit la fragmentation car l'interopérabilité devient bien plus accessible. Je doute que les grands studios de jeux l'adoptent immédiatement, mais la possibilité d'acheter et vendre des objets en jeu offre une énorme valeur aux utilisateurs. On appelle souvent cela l'économie du loisir, où en tant que gamer, tu joueras de toute façon à ces jeux. Pourquoi ne pas monétiser ça si ça t'intéresse? Tu pourrais gagner de l'argent en t'amusant. Et je pense que ça va vraiment, vraiment attirer les gens qui jouent déjà à ces jeux de toute façon. Et maintenant, ils peuvent vraiment monétiser ça s'ils le souhaitent, sans avoir à, tu sais, travailler ou faire autre chose. Ils gagnent déjà toute cette valeur grâce à ces objets et maintenant, ils pourront débloquer cette valeur via les jetons non fongibles ou les transactions d'objets numériques. C'est la vision que je partage et je pense que nous devons travailler pour la mettre en avant. Au final, nous vivons dans un monde où le paradoxe grandit entre l'économie créative, les petits boulots, et l'intelligence artificielle qui prend en charge de nombreuses tâches. Alors, pour finir, nous vivons une année folle avec beaucoup de choses qui se passent. 2024 pour aller vers 2025. Vous avez accompli pas mal de choses, mais qu'est-ce qui est prévu dans votre feuille de route pour 2025 et aussi pour l'année prochaine? Avez-vous des innovations à partager avec notre équipe ou notre public? Oui, bien sûr. Donc, je dirais au public de rester à l'écoute pour notre prochaine solution unifiée, fonctionnalité d'identification que nous lancerons début d'année prochaine. Cela pourrait vraiment transformer la manière dont les utilisateurs interagissent, notamment pour la sécurité lors des dépôts et retraits sur les plateformes d'échange. Cela va vraiment changer la façon dont les utilisateurs font cela et rendre l'expérience beaucoup plus similaire à celle d'un email traditionnel du Web 2,
où nous éliminons en quelque sorte toute la complexité de la blockchain. Lorsque vous envoyez et recevez ces fonds, cela va vraiment être aussi simple qu'une adresse email. C'est donc quelque chose sur lequel nous travaillons très activement, qui devrait être déployé bientôt. La vente aux enchères de l'ICAN arrive en 2026, donc ce sera quelque chose sur lequel nous allons vraiment nous concentrer vers la fin de l'année prochaine. Au-delà de cela, nous allons continuer à développer nos écosystèmes actuels. Nos principaux écosystèmes sont sur BNB Chain et Arbitrum, en rendant ces noms d'utilisateurs accessibles dans toutes les grandes dApps où nous ne sommes pas encore intégrés. C'est pour améliorer l'expérience utilisateur et faciliter la compréhension des interactions. Puis lancer des services de nom de domaine blockchain sur ces nouvelles chaînes pour offrir une infrastructure d'identité à davantage d'utilisateurs. Fantastique. Merci beaucoup. Beaucoup d'excellentes informations pour notre public. J'apprécie vraiment votre façon d'expliquer. C'est simple et direct. Mais il y a aussi beaucoup de complexité dans votre travail. Félicitations, ce n'est pas facile. Mais je vous souhaite beaucoup de succès parce que je pense que nous avons tous besoin de ce genre d'outils Web3 pour réussir et avancer. Et aussi, pour les personnes qui nous écoutent, nous allons mettre tous les liens vers vos réseaux sociaux ainsi que vers les différentes versions de produits que vous proposez. Et nous mettrons également quelques images pendant la vidéo qui pourront être vues et auxquelles vous pourrez accéder via un lien. Et s'il te plaît, lance-toi. Donc, Horizon, merci beaucoup d'être ici. Je te souhaite beaucoup de succès ainsi qu'à ton organisation et faisons en sorte que les trois soient vivants et dynamiques. Merci.